Le secrétaire général de l'ONU soutient l'appel de l'Agence internationale de l'énergie atomique en faveur d'une zone de sécurité à la centrale ukrainienne de Zaporijia. Pour sanctionner une nouvelle fois Moscou, la Commission européenne propose de suspendre l'accord de facilitation de délivrance de visas actuellement en vigueur avec la Russie. Liz Truss a officiellement été nommée première ministre britannique ce mardi par Elisabeth II. La reine l'a chargée de former un nouveau gouvernement. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence à l'appel de la Russie pour examiner la situation de la centrale nucléaire de Zaporijia. Le secrétaire général des Nations Unies relaie l'appel lancé par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui réclame l'établissement d'une zone de sécurité autour du site. Les forces russes et ukrainiennes doivent s'engager à ne pas mener d'activités militaires en direction ou à partir du site de la centrale. L'installation de Zaporijia et ses environs ne doivent pas être une cible ou une base pour des opérations militaires. Dans un second temps, il faut qu'un accord sur un périmètre démilitarisé soit obtenu. La Russie et l'Ukraine continuent de s'accuser mutuellement de menacer la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Nous regrettons que dans votre rapport sur la mise en œuvre des garanties en Ukraine depuis avril cette année, publié il y a seulement quelques heures, la source des bombardements ne soit pas directement nommée. Tant que nous contrôlions la station, il n'y avait aucune menace de catastrophe radiologique. Dès que la Russie est arrivée, le pire des scénarios est immédiatement devenu possible. La semaine dernière, les inspecteurs de l'AIEA visitaient le site de Zaporijia occupé par les forces russes. Les bombardements se sont poursuivis pendant leur séjour, poussant le chef de l'agence Raphaël Grossi à mettre en garde contre un risque très réel de catastrophe nucléaire. Si l'agence se garde jusqu'à présent de rejeter la faute sur l'une ou l'autre des parties, elle dénonce une situation intenable et réclame des mesures provisoires d'urgence. L'AIEA insiste. Toutes les parties doivent accepter la création d'une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaire afin d'éviter de nouveaux dommages. La contre-offensive ukrainienne dégrade de manière tangible les capacités logistiques et administratives russes dans le sud de l'Ukraine occupée. C'est ce qu'indique l'Institut américain pour l'étude de la guerre, qui ajoute que les troupes ukrainiennes effectuent des frappes de précision sur des sites concentrant main-d'œuvre et équipements, sur des centres de commandement et sur des centres logistiques. Les responsables militaires ukrainiens gardent le silence concernant la progression de la contre-offensive, mais ont fait état de nouvelles destructions de lignes de communication terrestres russes dans la région centrale de Kherson. Moscou a démenti ces informations, affirmant au contraire que Kiev avait perdu le contrôle de l'ensemble du territoire de cette région. Malgré ses efforts pour contenir les récentes actions offensives ukrainiennes, la priorité de l'armée russe reste son opération dans le Donbass. Ses principaux axes de progression se situent à Advivka, près de la ville de Donetsk, et à 60 km au nord, autour de Bakhmout, selon le ministère britannique de la Défense. Les forces russes ont mené des attaques terrestres à l'est de Siversk, au nord-est et au sud de Bakhmout, et le long de la périphérie nord-ouest de la ville de Donetsk. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, le Kremlin a fait un pas de plus vers l'utilisation de bataillons de volontaires régionaux pour remplacer les pertes en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a publiquement fait l'éloge de ces bataillons, contrôlés par les séparatistes, en déclarant qu'ils se battaient mieux que les soldats russes professionnels dans le Donbass. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, cette démarche est destinée à motiver le recrutement de volontaires et à recadrer la couverture russe du conflit. Une interdiction totale des visas européens aux ressortissants russes n'est pas à l'ordre du jour. Mais le casse-tête pour les voyageurs russes pourrait bientôt devenir une réalité. À partir de lundi, les citoyens russes qui souhaitent se rendre dans l'Union européenne pourraient voir la facture augmenter et le temps d'attente s'allonger. Une proposition de la Commission européenne présentée mardi envisage de suspendre totalement l'accord de facilité actuellement en vigueur avec Moscou. Être un touriste dans l'Union européenne n'est pas un droit fondamental. La Commission a adopté une proposition pour suspendre complètement l'accord de facilitation de délivrance de visas avec la Russie.
Actuellement, il n'existe aucune base de confiance, aucune base pour une relation privilégiée entre l'Union et la Russie. Cette suspension signifie que les citoyens russes ne profiteront plus d'un accès privilégié à l'Union européenne. Une fois la proposition approuvée par les États membres, les Russes qui se rendront en Europe devront payer 80 € pour le visa contre 35 € aujourd'hui. Ils devront aussi attendre une période de 15 à 45 jours pour l'analyse de leur demande. Cette restriction ne s'appliquera pas aux citoyens russes qui ont besoin d'une protection, comme les journalistes, les dissidents ou les militants des droits de l'homme. Pour certains eurodéputés, cette suspension est une réponse équilibrée pour aider les pays voisins de la Russie, mais cette mesure ne mettra pas un terme à la guerre. Je pense que ceux qui imaginent que parce que certains citoyens ne peuvent pas se rendre à Paris ou faire du shopping à Berlin et que cela les poussera à se retourner contre leur gouvernement, je pense qu'au mieux ces personnes sont naïves. C'est pourquoi je pense que c'est un symbole important. C'est un rappel important à, nous ne pouvons plus les appeler partenaires, à nos adversaires russes dans certains cas, de la responsabilité personnelle de beaucoup d'entre eux. Selon Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, plus d'1 million de Russes sont entrés dans l'Union depuis le mois de février, principalement par la Finlande et l'Estonie. Liz Truss a officiellement été nommée première ministre britannique ce mardi par la reine Elisabeth II lors d'une audience au château écossais de Balmoral. Aussitôt rentrée à Londres, Liz Truss s'est exprimée devant le 10 Downing Street pour présenter les réformes qu'elle souhaite mettre en place. Nous transformerons la Grande-Bretagne en une nation ambitieuse avec des emplois bien rémunérés, des rues sûres et où chacun, où qu'il soit, aura les opportunités qu'il mérite. J'agirai aujourd'hui, j'agirai chaque jour pour que cela se produise. Unis avec nos alliés, nous défendrons la liberté et la démocratie dans le monde entier en reconnaissant que nous ne pouvons pas avoir de sécurité chez nous sans avoir de sécurité à l'étranger. La nouvelle première ministre entend notamment combiner une baisse des impôts, une baisse du prix des carburants et une réforme du système de santé. En agissant sur l'économie, sur l'énergie et sur le système de santé publique, nous mettrons notre nation sur la voie du succès à long terme. Troisième femme à entrer à Downing Street après Margaret Thatcher dont elle se revendique et Theresa May, Liz Truss va notamment devoir faire face à la contestation sociale et au climat de mécontentement généralisé face à la flambée des prix. La reine l'a chargée de former un nouveau gouvernement. Liz Truss succède à Boris Johnson, poussé à la démission début juillet après des scandales à répétition. Des rires qui ne passent pas. Kylian Mbappé et l'entraîneur du PSG ont déclenché une vive polémique en France en répondant avec légèreté à une question d'un journaliste sur les déplacements des footballeurs en jet privé. Interrogé sur le choix de prendre l'avion plutôt que le train pour se rendre à Nantes, pourtant à seulement 2 heures en TGV, l'entraîneur parisien a préféré ironiser. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Cette blague en plein débat sur les changements climatiques a déclenché un flot de critiques, y compris de la ministre des Sports. Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle ? Autre réaction indignée, celle de la maire de Paris. Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils. On se réveille les gars. Ici c'est Paris. Récemment, une autre star du PSG, Lionel Messi, avait été épinglé par l'ONG Attaque pour l'utilisation abusive de jets privés, une 50aine de vols depuis début juin qui aurait produit 1500 tonnes de CO2, soit autant qu'un Français en 150 ans.